à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Et me revoilà après quelques mois d'absence. Ces mois qui ont été consacrés quasiment exclusivement au kitesurf. C'est pour cela que je dédie ce podcast au kitesurf pour vous expliquer un peu et vous faire découvrir ce sport incroyable. Un podcast inédit puisqu'à la fin, vous aurez 5 à 6 minutes de vidéo. Et pour commencer, avant de vous expliquer mon histoire avec le kitesurf, voici un peu d'histoire sur le sujet. Alors les voiles de base du kitesurf sont avec boudin, donc une partie gonflable pour qu'elle flotte sur l'eau. C'est les frères Le Guignou qui brevettent cette voile en 1984. Donc au début, ils l'utilisaient pour tracter des petites embarcations, jusqu'à un jour qu'ils ont découvert que la planche à surf, c'était aussi valable. Et il faudra attendre les débuts des années 2000 pour que ce sport prenne tout son essor. Et avec l'avancement des technologies, ces 20 dernières années, le sport a beaucoup évolué avec du matériel beaucoup plus adéquat. Il existe des compétitions internationales depuis fort longtemps déjà, mais il faudra attendre 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris pour les voir aux Jeux Olympiques. Au niveau équipement, donc il faut une planche. Basiquement, c'est la planche bidirectionnelle qui est utilisée, mais il y a aussi la planche de surf. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a aussi la planche foil. Il vous faut un harnais qui transmet la traction de l'aile au corps. Et il y a deux sortes, l'harnais ceinture ou l'harnais culotte. Une voile qui est reliée à l'harnais par une barre. Et c'est la barre qui vous permet de diriger votre voile dans la direction que vous souhaitez. Il y a généralement 4 ou 5 lignes qui sont attachées de la barre à la voile, suivant les marques. Et ces lignes font environ une vingtaine de mètres. Donc votre voile, vous pouvez imaginer à environ 20 mètres au-dessus de votre tête. Et aujourd'hui, il y a différents types de voiles qui sont utilisés, comme les boudins qu'on a parlé précédemment, mais aussi des foils, des voiles à caisson ou des voiles simplement comme les voiles de parapente. Et chacune de ces voiles ont une spécificité suivant quelle discipline vous voulez faire, si c'est de la course, de la vague ou du freestyle, qui sont les sauts pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on a fait à peu près le tour. Il y a encore bien plus de choses, mais si ça vous intéresse, vous pouvez tout trouver ça sur Internet. Maintenant, passons à mon histoire. Alors pour moi, la première fois que j'ai vu du kitesurf en live, donc en vrai, par la télé ou autre, c'était au sud de la Corse, lors de mon début de voyage. Donc j'étais avec le vélo, et donc c'était en 2009. Plus précisément, le mercredi 8 juillet. Et je vais vous lire le petit passage de mon livre de bord pour vous mettre dans l'ambiance. Il est 9h30 et la journée de moulinage commence. Une petite grimpette pour arriver à Sartène, une vraie ville corse. Un petit tour dans la ville et départ pour la suite du voyage. Une belle descente et les cols sont finis pour l'instant. Reste plus que des collines. À 30 km, je mérite bien une petite glace afin d'avoir un peu plus d'énergie. Il reste encore 34 km avant Bonifacio. Vais-je y aller aujourd'hui ? Eh bien non. Tout d'abord, je m'arrête à 55 km où il y a plein de kitesurf. Du coup, je rencontre une famille de Brétigny-sur-Morand avec qui je discute pendant bien 2 heures. Leur fils prend des cours de kitesurf. C'est vrai que ça fait vraiment envie. En plus, il y a un vent d'enfer aujourd'hui. Je continue quand même la route pour arriver 2 km plus loin sur la plage de Tonara, où les planchistes se font plaisir. Une petite pensée pour mes amis planchistes qui se seraient vraiment fait plaisir ici. Il souffle tellement fort que je n'ai même pas envie de me baigner. J'aime vraiment regarder ces kitesurfers, c'est trop fun. J'en ferai un jour, c'est sûr. Voilà mes écrits d'il y a 13 ans. Il m'aura fallu attendre 2 ans supplémentaires pour qu'en avril 2011, à Dahab, en Égypte, je revoie des kitesurfs. Et c'est en buvant une bière au coucher du soleil avec mon ami allemand qui campait à côté de moi sur la plage à Dahab, qu'on parle tous les deux qu'on aime bien le kitesurf et que ce serait sympa de faire le cours ensemble. Et c'est ainsi que le lendemain, on va se renseigner pour les prix. Et le 17 mai 2011, je commence mon cours de kitesurf avec mon ami allemand. Notre instructeur est un Italien
Et notre cours consiste à 9 heures de cours, qu'on se partage donc la voile à 4h30 chacun pour 250 €. Le cours commence avec beaucoup de théorie pour la sécurité, pour la fenêtre du vent, comprendre le vent, et on commence avec une petite voile sur la plage pour comprendre comment manier la voile. Une fois qu'on maîtrise bien la voile, on va dans l'eau et là on commence à faire du body drag, qui est la façon pour récupérer notre planche quand on la perd, mais aussi au cas où on n'a plus de planche, comment revenir à la plage. Et après cela, on commence avec la planche. C'est après 5h30 de cours qu'on commence à tester la planche, qui pour moi personnellement est la partie la plus difficile. Depuis le début, j'ai cru que c'était de maîtriser la voile qui était le plus dur, mais en fait ça s'est avéré plus facile que prévu, surtout que vu que c'est l'harnais qui a toute la puissance du vent, c'est pas forcément très physique des bras. Mais de monter sur la planche, c'était vraiment la partie la plus dure pour moi, du fait qu'il faut gérer la voile et en même temps notre position sur la planche. Par contre, une fois que j'étais dessus, c'est plus facile en tant que snowboardeuse ou skateboardeuse. Du coup, la maîtrise de la planche pour moi n'est pas un grand souci, mais c'est ce mouvement de réussir à monter sur la planche avec la voile qui a été vraiment le plus dur pour moi. Donc on finit notre cours de 9 heures avec mon ami et par la suite, on loue le matériel ensemble, comme ça c'est moins cher. Et on se le partage tous les jours un petit peu pour pratiquer. Mais ceci ne durera pas longtemps puisque le 26 mai, journée de l'accident, ou devrais-je dire le jour des accidents. Voici l'extrait de ce 28 mai 2011 de mon journal de bord. Nous sommes rendus à Happy Kite, comme d'habitude, pour utiliser ce vent qui est toujours présent. Le matin fut désastreux pour moi. Je me suis retrouvée à l'autre bout de la lagune sans avoir ridé du tout. Et il faut revenir tout à pied, puisque je ne sais pas encore remonter le vent. Je me suis même fait harper par un oursin. Non, ceci n'est pas l'accident, c'est juste un oursin. On change de voile après 2 heures, on passe de 9,5 mètres à 7,5 mètres carrés. Et mon ami allemand fait sa session. Le voilà qui revient après 30 minutes avec une coupure de 5 cm sous le genou droit. Il me laisse l'équipement pour aller se faire soigner. Super, génial, je ride. Je prends mon pied et je comprends maintenant quelle position adopter et comment gérer la vitesse. Enfin, presque. Une fois, je n'ai pas trop maîtrisé la vitesse et ça allait très vite. Un vol plané qui me coupe le souffle. Waouh, ça c'est du sport. Je remonte tout de même sur la planche. J'arrive à rider à gauche et à droite. C'est trop cool. Je ne sais pas encore tourner, mais cela viendra plus tard. Mais ce qui devait arriver, arriva. Je fais un vol où il n'y a que 10 cm d'eau et retombe mal sur mon pied droit. J'ai senti mon pied se tordre. Merde, je ne peux plus le bouger. J'appelle à l'aide. Un gars vient prendre mon matériel et mon instructeur vient m'aider à sortir de l'eau. J'arrive à peine à poser mon pied par terre. Mon pied change de couleur, gonfle. Et après 2 heures de glace dessus, plus de peur que de mal. Ce n'est pas la cheville qui a pris, mais le dessus extérieur. Un ami vient me chercher en taxi pour me ramener à ma tente. Mon ami allemand est parti à l'hôpital se faire recoudre. Il doit payer 112 € pour 7 points de suture. Des escrocs, ces Égyptiens. Il n'a pas voulu payer, alors il a laissé son passeport en attendant de négocier la chose. Il aura fallu 3 jours de négociation où il arrivera finalement à payer 70 € et récupérer son passeport. Alors qu'un Égyptien aurait payé que 20 €. C'est fou comme les prix des soins sont différents par rapport à la couleur de peau, non? Moi je me repose. Si je ne bouge pas, je ne sens pas mon pied. J'espère que rien n'est cassé. Autrement, j'en ai pour 3 semaines. À quoi bon me sert d'aller à l'hôpital? Ils vont me faire une radio à je ne sais quel prix et peut-être me mettre un plâtre. Du coup, je pourrais même plus aller dans l'eau. J'attends et je verrai bien moi-même ce qu'il en est. Vous voyez, on partage vraiment tout avec mon ami allemand. Notre nouveau surnom sont les éclopés des îles. J'attendrai plus d'1 mois pour remonter sur la planche. Là, je veux vous rassurer, c'est pas que c'est un sport dangereux, mais il peut arriver quelques petits accidents. Par la suite, mon ami allemand est devenu beach boy. Il travaille pour le centre de kite. Il lui offre 1 heure de kite par jour. Du coup, il prend de l'avance sur moi et il a un meilleur niveau. Et moi, vu que je suis toute seule à louer, du coup, c'est plus cher et donc je vais pas souvent. Et c'est de ce fait que j'ai décidé d'acheter mon propre équipement. Donc, un harnais neuf, une barre, une voile et une planche
de deuxième main, le tout pour 1200 €. Et c'est là, après environ une quinzaine d'heures, que je fais mes premiers sauts, les premiers vols entre 2 et 3 mètres, que je kiffe vraiment. Pour moi, le kitesurf, il faut les sauts. Et donc, je resterai à Dahab jusqu'au mois de mai de l'année suivante et qui me donne plusieurs heures supplémentaires à kitesurfer. J'avais un ensemble de 50 à 60 heures de kitesurf quand j'ai quitté Dahab. Avec environ 7 sauts que j'arrivais à passer, tels que des back rolls, front rolls et autres. Mais voilà, par la suite, j'avais beau avoir ma voile et mon harnais avec moi. J'avais pas de planche, mais j'avais déjà la voile et l'harnais. Et du coup, j'avais pas énormément de possibilités de pratiquer ce sport. J'en ai fait un tout petit peu au Solomon Island, un tout petit peu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un petit peu en Malaisie et en Thaïlande. Ensuite, Manta est rentré dans ma vie et depuis, j'ai acheté une voile de 14 mètres pour avoir un peu plus grand que ma 7,5 mètres. Et surtout pour l'Asie du Sud-Est où il n'y a pas énormément de vent, il faut des plus grosses voiles. Mais cette voile de 14 mètres, elle m'a fait que des soucis et j'ai pas eu beaucoup d'occasion de l'utiliser non plus. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé l'automne dernier de venir à Boracay pour kitesurfer toute la saison et retrouver mon niveau quand j'ai quitté Dahab en 2012. Parce que oui, ce sport m'a beaucoup manqué. Alors j'ai débarqué à Boracay en octobre avec ma voile 7,5 qui a 13 ans et ma 14 mètres il n'y a que 6 ans, mais que toutes les deux étaient en mauvais état. Donc recoller les valves, changer les valves, il y avait de la maintenance à faire avant de pouvoir les utiliser. J'ai eu l'occasion de découvrir ici la voile foil, donc à caisson en français. Et du coup, je m'en suis procuré une parce que du coup, il n'y a pas de valve, il n'y a pas de partie gonflable. Et ça prend beaucoup moins de place. Donc pour le bateau, c'est très pratique. J'ai investi dans une 12 mètres foil qui a la même puissance qu'une 14-15 mètres à boudin. J'ai aussi expérimenté la planche foil. On a joué avec un ami à tirer derrière le dinghy pour voir comment ça réagissait. Donc c'est très drôle, mais pas facile à rester sur la planche longtemps. On passe plus de temps dans l'eau que sur la planche en fait. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité ici à me remettre à niveau. Et pour vous dire, après autant d'années, la première fois que je suis sortie, c'est à peine que j'arrivais à tourner correctement. Et pour les sauts, je vous en parle même pas. Hein. La catastrophe. Mais c'est impressionnant comme ça revient vite. Hein. En fait, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'ai cet exemple qui me revient en mémoire. Donc moi, je suis régulière, donc pied gauche en avant, je suis plus confortable. Mais on peut sauter dans les deux sens. Mais bien sûr que dans l'autre sens, pied droit en avant, pour moi, c'est un peu plus dur. Mais tout de même, après 1 ou 2 semaines, je me suis dit, j'arrivais à sauter de ce côté il y a 10 ans, je dois pouvoir le faire. Et ce jour-là, bloqué, c'était impossible. Le lendemain, je réessaye, je commence à refaire un petit saut. Et le surlendemain, je fais mon back roll qui passe facile. Moi, je vous dis, c'est incroyable comme ça revient vite. Enfin bref, je me suis éclatée dans tous les sens du terme ces quelques derniers mois. Et aujourd'hui, je peux dire que mon niveau est supérieur au niveau que j'avais à Dahab. Et pour preuve, en participant à cette compétition à mi-février, organisée par Philippine Kitesurf Association, où j'ai participé aux 3 catégories, Big Air, qui est un saut calculé avec 50% par rapport à la hauteur et 50% par rapport à la figure qu'on fait. Hang Time, qui est aussi un saut, et là, il mesure le temps que l'on vole. Et la course, qui consiste à faire un triangle en passant par 2 bouées, en remontant le vent et en redescendant le vent. Et la course, on pouvait s'inscrire en tant que novice ou pro. Donc, vu que c'est la première fois que je participais à tout ça, je me suis inscrite en tant que novice. 30 francs d'inscription pour les 3 catégories. Cela s'est passé sur 3 jours et ça a commencé le vendredi, où à l'arrivée à 9h, quand le premier meeting était organisé, j'ai réalisé que mon nom n'était pas sur la liste. Ça commence bien. Apparemment, juste une erreur de l'organisateur avec son tableau Excel. Tout rentre dans l'ordre et c'est parti vendredi matin avec le Big Air et un très bon vent de 15 à 20 nœuds, donc parfait pour faire des beaux sauts, où je perds la première manche de qualification d'entrée et du coup, j'ai pas d'autre occasion.
Donc pas trop à raconter sur le sujet, si ce n'est que je suis sûre d'avoir sauté plus haut que l'autre fille. Mais bon, je ne suis pas filipino, donc voilà. Et l'après-midi, on a eu l'opportunité de faire une première course. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. On est partis tous les novices en même temps, hommes et femmes, ce qui fait 25 personnes. 25 kites dans les airs qui attendent le signal de départ. Je vous jure, c'est quelque chose à faire et à voir. Étonnamment, il n'y a même pas eu deux qui sont mêlés les lignes. Là, si vous entendez des bruits de fond, il y a Pépette qui est en train de s'exprimer et en train de jouer si jamais. Donc ma première course, remontée au vent, horrible. J'ai dû me reprendre à 3 reprises pour réussir à passer la bouée. La descente, je ne suis pas tombée cette fois-ci, ça a juste été. Et bon, j'ai pu finir la course, mais je me suis sentie vraiment nulle le fait de louper cette bouée pendant 3 reprises. J'étais toujours trop basse. Et ça sera tout pour cette première journée. Et c'est le samedi matin qu'on a les résultats de la course et que je vois que je suis en première position et qu'on est 4 qualifiés sur les 12 filles qui concouraient. Trop contente de moi pour une première. Mais voilà, samedi, deuxième journée, on fait plus de courses qu'une journée de course. Et nous en ferons 6 de plus. Une première où j'ai bien fait et je crois que je suis même finie première ou deuxième. Mais voilà, cette course n'a pas compté parce qu'il y a trop de personnes qui sont parties avant le signal de départ, ce qui n'était pas mon cas. Mais du coup, ils ont disqualifié toute la course pour tout le monde. Hier, il y a eu beaucoup de disqualifiés aussi et il n'y a pas eu d'annulation de la course, donc va savoir pourquoi. On enchaîne avec une deuxième où je finis deuxième. Et une troisième que je ne participerai pas parce qu'en attendant le départ de la troisième course, moi j'attendais avec ma voile en l'air, debout dans l'eau. Et au dernier moment, donc ça faisait 15 minutes que j'attendais ainsi, et au dernier moment, il y a un gars qui vient juste à côté de moi et nos deux voiles s'entremêlent à l'eau et je loupe le départ de la course. On fait une pause et on enchaîne encore 2 dans l'après-midi. La première que je finis première et la deuxième où je finis quatrième. J'étais en train de descendre le vent et j'étais en première position et je voyais ma concurrente qui était juste derrière moi et là j'ai fait une erreur. L'erreur qui ne pardonne pas, qui me fait perdre ma planche et puisque le vent était beaucoup plus fort, que j'étais à peine à pouvoir maîtriser ma voile avec la puissance du vent, qu'il m'était impossible à refaire du body drag pour la récupérer. J'aperçois aussi mon adversaire qui tombe mais ne perd pas la planche et elle continue. Moi entre-temps je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je continue la course, donc je me laisse draguer jusqu'à la plage devant moi et là je demande à un pote de me prêter sa planche pour que je puisse au moins juste finir la course. J'ai réalisé qu'on perd moins de points si on finit la course que si on est disqualifié ou qu'on la finit pas. Et grâce à ça, ça me fait maintenir ma première place sur le podium à la fin de la journée. Du reste, on reçoit les résultats finaux des organisateurs et me voilà première. Je commence déjà à fêter. Mais cela sera court durée puisque 1 heure plus tard, on reçoit un message comme quoi peut-être qu'il y aura d'autres courses le dimanche parce que l'organisateur n'aime pas que la 2e, 3e et 4e place sont ex-aequo derrière moi. Là, j'avoue que je suis un peu remontée contre l'organisation. Mais finalement, tout se passera bien puisque le vent et la météo est clémente avec moi. Le dimanche, il n'y a pas de vent. Du coup, on n'arrive même pas à faire le hang time et encore moins les courses. Donc cette fois, c'est officiel. La Suisse est sur la première place du podium. Ce fut une très bonne expérience, intense, pleine de stress, de frustration et de fun. Voilà pour mes aventures de kitesurf. Aujourd'hui, j'ai fait ma dernière session à Boracay. Et donc, je vais mettre les voiles pour de nouvelles aventures. Je vais essayer de faire mon prochain podcast plus rapidement. Et là, j'attends mes clients qui vont arriver dans quelques jours pour continuer à faire mes croisières enfin, après 2 ans d'absence. Alors, je me réjouis beaucoup d'avance et on va faire plein de belles plongées. Et aussi changer de région. Mais ceci est pour la suite des aventures et maintenant place à l'action. Voici la vidéo tant attendue.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et moi, je vous retrouve dans le prochain podcast pour des nouvelles aventures. À bientôt!